Salut à tous et salut à toutes, bienvenue dans N1, c'est le podcast basket des équipes de The Playoff. Nouvelle semaine de saison régulière, nouveau podcast évidemment pour vous accompagner, pour revenir sur la semaine précédente et envisager la suite évidemment, alors que cette saison régulière s'est bien lancée là, depuis maintenant quelques semaines. Pour m'accompagner, toujours là, fidèle au poste, printemps, automne, été, hiver, il est toujours là. C'est Yannick, salut Yaya. Salut Chris, salut à toutes, salut à tous. J'espère que tout le monde va bien, que se prépare pour l'hiver qui va être dur à passer parce qu'on aime la chaleur, même si on est new-yorkais. Magnifique introduction, franchement, vous pouvez pas rêver mieux. C'est mon côté Evelyne Delia, tu sais, j'ai les mêmes jambes qu'Evelyne Delia. Tu me verrais courir, c'est pareil. Non mais tu sais, il faudrait qu'on demande aux gens s'ils veulent une petite pastille météo, tu vois. Je suis pas sûr, mais écoute, tu devrais savoir, si tu écoutais Tailgate, je fais des chroniques de temps en temps sur la météo, notamment sur les ouragans de Floride qui ne sont pas arrivés cette année. Flav, que l'on salue au passage, se moque beaucoup de moi. Alors déjà qu'il est très moqueur, alors là, voilà. Bon, bah, si tu l'as fait à Tailgate, on va pas la prendre pour nous. Donc on va la laisser à Tailgate, ta petite chronique. Ok, Yaya? Allez, bon, ça marche. Magnifique introduction pour présenter notre invité. Bon, c'est un ami de la maison, il vient 3-4 fois par an. Tu sais, c'est le gars de la famille que tu croises dans certains repas. Tu es content de le retrouver et tu sais que tu vas pas le revoir tout de suite. Tu vois. Donc il est avec nous, ça fait plaisir. C'est Tom. Salut Tom. Bonjour à toutes, bonjour à tous, salut mon Chris, salut ma Miss Météo préférée. Je suis ravi de vous retrouver pour cet épisode. Franchement, ça faisait un petit moment qu'on ne s'était pas retrouvés. Je crois que le dernier épisode qu'on avait fait tous les trois, c'était sur ma chaîne. Et on s'était bien marré. Donc voilà, comme l'a dit Yannick, l'hiver est là. Mais le basket est aussi là. Et franchement, la NBA nous fait bien kiffer sur ce début de saison. Ouais, je pense que là-dessus on est raccord et on va pouvoir en discuter. On invite évidemment les gens à aller sur ta chaîne YouTube, c'est Coast to Coast, où tu nous proposes chaque semaine avec Quentin de la chaîne TBA, Quentin qu'on salue, tiens, un weekly report. Il y a le dernier qui est sorti, c'était quoi, dimanche. Il est sorti samedi. Il est sorti samedi. On essaie de choper un peu de régularité, mais là avec les différents inconvénients des uns et des autres, on a calé ça samedi. Mais ouais, petit point hebdomadaire pour revenir sur l'actu. Et puis voilà, faire le point sur ce qui se passe en NBA, des stats, des actions et plein d'autres choses. Un peu de mauvaise foi, un peu de déconne aussi. Moi, je vous regarde toutes les semaines, ça fait plaisir. Top de la mauvaise foi. Non mais alors attends, j'en tombe de ma chaise. Mais heureusement que tu n'es pas sur la chaîne toutes les semaines, Yannick, que tu restes avec moi, comme ça on a chacun notre dose de mauvaise foi. Tu vois. Faut pas déconner non plus. Non. Bon, mais en tout cas, ravi de t'avoir, Tom, pour cet épisode. On va garder le petit format là, qu'on a depuis le début de saison, évidemment, avec notre petit récap express de la semaine précédente. On va revenir dessus dans quelques minutes. Ensuite, on aura un débat, un duel qui va s'annoncer à couteau tiré, évidemment, entre Yannick et Tom. Un petit quiz ensuite, culture basket, que je vous ai préparé là aux petits oignons. Je pense que ça va vous plaire et surtout ça va plaire, j'espère, à tous ceux et toutes celles qui nous écoutent. Et on terminera avec le petit agenda, les 3 choses à surveiller, évidemment, avant de conclure, là cette fois-ci, j'avais oublié, avec la pastille d'Eliott. Eliott N1, Tom. Eliott, c'était c'est toujours notre acolyte WNBA, mais monsieur s'est envolé à Indianapolis. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'écouter la première rubrique et il nous propose un petit peu son expérience NBA. Donc on retrouvera le deuxième épisode là en fin de podcast. Ouais, complètement. D'ailleurs, je tiens à féliciter le travail qu'il fait. Si vous ne le suivez pas sur les réseaux, tout ce qu'il est en train de produire pour The Playoff, franchement, c'est une vraie chance d'avoir des gens sur place qui peuvent interviewer des joueurs, des coachs, nous montrer un petit peu l'intérieur des vestiaires, du décor NBA. Et Eliott fait vraiment du très très bon boulot, donc n'hésitez pas à aller le suivre et à aller partager ce qu'il fait, c'est au top. Yes, carrément. Vous avez aussi des pastilles là, qui sont sorties sur les réseaux, sur Twitter, Instagram, avec Maxime qui était sur place, Yannick, et qui a eu la chance de discuter avec Nicolas Batum. Ouais, tout à fait. Il était du côté de Phoenix, donc on a profité pour interviewer Nicolas Batum. Maxime qui a également fait le guide NBA que vous pouvez, en grande partie, pas la totalité, mais en grande partie. Donc allez-y. Si vous n'avez pas encore consulté, allez sur le site The Playoff.
pour pouvoir aller voir ce guide NBA pour suivre la saison. Yes. Voilà. Donc en plus, voilà, le site, les réseaux et le podcast, avec ça, vous êtes calés pour pouvoir avoir toute l'actu NBA, évidemment, sur The Playoff. Allez, on va attaquer tout de suite, si vous voulez, avec notre première partie, le récap express. On se fait un petit tour d'horizon de la semaine qui vient de s'écouler, encore une grosse semaine NBA. Alors, on y va à la volée, ça peut être de la franchise en bien ou en moins bien, ça peut être des performances individuelles en bien principalement, mais pourquoi pas aussi en moins bien. Tom, on te laisse un petit peu l'honneur, évidemment, de débuter. Qu'est-ce qui t'a marqué en particulier cette semaine et que surtout tu souhaites aborder avec nous ? Alors moi, il y a 2 éléments, un dans chaque conférence. On va commencer sur l'élément le plus simple. OKC et Denver sont injouables, sont tout simplement les 2 meilleures équipes NBA actuellement. Et bon courage aux équipes qui vont tenter de les déloger. La finale de conf, si c'est celle-là, s'annonce succulente. Les mecs jouent en claquettes chaussettes depuis le début de saison et roulent sur toutes les équipes. Preuve étant, Shai Gilgeous-Alexander, sur les 13 matchs qu'il a joués, il y a 8 matchs où il ne joue pas les 4e cartons et il tourne à plus de 30 points de moyenne. Il réinvente des joueurs tous les soirs. On a du Thomas Sorber, on a du Isaiah Joe, on a du AJ Mitchell. Les mecs sont impressionnants. Ils jouent depuis le début de saison sans Jalen Williams, qui est quand même normalement leur 2e meilleur joueur. Denver, offensivement, c'est simple, hein. C'est de l'art. C'est magnifique ce qui se passe. Cam Johnson, qui a encore un peu de mal à prendre ses marques, par contre. Tim Hardaway, c'est top. Bruce Brown, c'est comme s'il n'était jamais parti. Sympa de voir aussi le développement de Peyton Watson. Là, je crois qu'on a Christian Brown qui est blessé pendant un petit moment, mais ça roule. Donc voilà, 2 équipes qui m'impressionnent. Et de l'autre côté, on en a parlé un petit peu avec Quentin là, lors de notre Weekly Report. La darling de l'année dernière est en train de se transformer en une vraie confirmation à l'Est. Je tiens à saluer les nouveaux bad boys des 3, les Pistons, qui me régalent. Yes, Yannick, tu veux réagir sur une des équipes là, que Tom a citées ? Absolument pas. Je suis assez d'accord avec tout ça. C'est bien résumé. Moi, après, il y a 2-3 choses que je voudrais rajouter. Bon, forcément, moi, je regarde plus attentivement les Knicks, qui ont un record un peu en trompe-l'œil. J'attends de voir ce que vont donner les 2 prochaines semaines, surtout qu'on a appris au moment où on enregistre que OJ Anunoby est blessé 2 semaines avec les ischios, le fameux hamstring. Donc ça va être peut-être l'occasion de donner un peu de temps de jeu à notre Gershon Yabusele national, et ça va être l'occasion pour lui de en fait il va avoir certainement un peu plus de temps de jeu et il va falloir qu'il prenne ce temps de jeu, même si après ça risque de baisser un petit peu, mais il faut qu'il prenne sa place dans la rotation. Okay. Voilà. Ouais. Je reste toujours sur ce que j'ai dit sur le coaching. Oui. Il y a des choses à dire, je pense qu'on fera un focus à un moment donné en particulier dessus. On va attendre de voir entre les absences et on avait un petit peu déjà parlé du cas Gershon, c'était la semaine dernière ou il y a 2 semaines, peut-être la semaine dernière. On va attendre un petit peu d'observer ça, mais c'est vrai que c'est pas dingue. C'est pas moi le problème. Pour moi, il y a d'autres problèmes, mais on verra après. Voilà. Mais après, pour revenir sur Détroit, c'est la vraie confirmation. Il y a des joueurs de partout. J'allais juste compléter ce que tu disais, notamment pour Gershon. Moi, c'est un petit coup de gueule sur ce début de saison. Et je le généralise pas qu'à Gershon, c'est le temps de jeu de nos Français. Gershon joue pas beaucoup. Zachary Zaché, qui est ultra efficace, ne joue pas beaucoup. Moussa Diabaté, franchement, sur ce qu'il produit, en même temps, on comprend un Kalbrenner du côté de Charlotte, c'est pas mal aussi, mais il mériterait un peu plus de temps de jeu. Donc, c'est un des points que je tenais à noter. On a énormément de Français. Je crois que la France est peut-être le 2e ou 3e pays le plus représenté de la Ligue. Et c'est dommage que nos Français n'aient pas un peu plus de temps de jeu, notamment nos rookies, Noé Sengue, Noé Penda. C'est dommage qu'on les voit pas un peu plus sur le terrain. Donc, on leur souhaite en tout cas de pouvoir vraiment intégrer la NBA. Il produit, Rizaché quand même. Ah non, mais il produit. C'est pour ça que je ne comprends pas ces limitations de temps de jeu. Après, c'est tellement stéréotypé la NBA. Tu sais bien comment c'est. Donc,
tout le monde crie au scandale sur je sais plus son prénom, Isalo à Memphis parce qu'il coach au temps de jeu. Mais la NBA, ça a toujours été ça. C'est telle minute, tel joueur rentre. Tu sais, c'est tellement stéréotypé. Et il faut rentrer dans les rotations et voilà. Et tu peux pas gagner tes places aux entraînements. Il n'y a pas d'entraînement. Donc, on parle quand même d'un numéro 1 de draft. Hein. Oui. Mais je pense que et on reparlera. Il va y avoir de la place qui va se libérer, notamment avec. Il y a un joueur qui est dans les rumeurs de trade. Trae Young, et je pense que ça m'étonnerait pas qu'on lui fasse un peu de place aussi pour lui donner un peu de temps de jeu, et parce que ça tourne du côté d'Atlanta quand même. Ouais. Et notamment grâce à lui. Ouais. Bon, moi de mon côté, rapidement, il y avait juste 2 petits éléments que je voulais aborder. Après, on fera des petites perfs individuelles parce qu'il y a quand même 2-3 trucs à dire, messieurs. Moi, il y a une équipe, on en avait parlé, Yannick, quand on avait fait les tier lists en début de saison, sur laquelle on n'était pas nécessairement d'accord, et moi je misais pas mal, et pour l'instant ça semble plutôt fonctionner, c'est Toronto, cette équipe des Raptors, là, qui est, donc nous on est dimanche fin de journée, qui est dans le top 4 de la conférence Est. En fait, ça tourne plutôt pas mal, ça performe bien autour d'un trio, là, Brandon Ingram, Scotty Barnes, RJ Barrett. C'est Manuel Quickley qui est pas loin. Ouais, Quickley, bon, moi j'ai toujours des doutes un petit peu sur Quickley sur le long terme dans cette équipe-là. Après, tu as le poste de pivot avec Jakob Poeltl qui rend des services, qui fait plaisir. Tu as, comment il s'appelle là, avec son nom à rallonge, Mamou Kalashvili là aussi, qui apporte des petits trucs. Mais le trio Ingram, Barnes et Barrett, quand tu regardes les chiffres, tu vois, tu as Ingram qui est un tout petit peu plus de 20 points. Barnes et Barrett sont à 19,7 et 19,3. Ils font tous les trois, ils font des passes, ils font des rebonds. Ils sont performants dans le coaching. Ils arrivent à se compléter, je trouve, pour l'instant. Ils ne se marchent pas trop dessus. Parfois, tu en as un qui va faire une meilleure perf que l'autre, mais globalement, ça marche plutôt bien. C'est une équipe plutôt séduisante à observer, à regarder. Relou, je pense, à jouer pour les équipes adverses parce que c'est athlétique de fou. On en avait parlé déjà. C'est peut-être une des équipes les plus athlétiques quand tu regardes les joueurs individuellement et donc dans la globalité, en termes de taille, en termes de présence physique. Moi, c'est une équipe que je vais continuer à suivre. Ça peut viser dans une conférence Est où pour l'instant tout n'est pas encore bien positionné. Ça peut viser une place, allez, on va dire play-in minima, mais même pourquoi pas une place play-off, tu vois, si ça continue à bien se boutiquer. Oui. C'est pas inconcevable, sachant qu'il y a 2 forces de l'an passé qui sont plus là pour cause de blessures, hein, Boston et Indiana. C'est pas inconcevable qu'ils fassent un top 6. Faut voir sur la durée parce qu'on sait que la constance de ces joueurs n'est pas le plus grand fort, notamment ton petit chouchou Brandon Ingram qui est capable de pétage de plomb. D'ailleurs, on l'a vu avec l'histoire de la bouteille. Mais à côté de ça, oui, c'est une équipe qui, en plus, qui a l'avantage de ne pas avoir beaucoup de pression, donc qui va pouvoir jouer tranquillement. Donc, pas inconcevable. Un top 6, c'est pas inconcevable. On va voir. Attention à la trade deadline. Est-ce qu'ils vont pas profiter pour essayer de récupérer un joueur pour pouvoir passer un step? Okay. Tu veux rebondir, Tom, sur Toronto ou on enchaîne un peu sur les perfs individuels? Ouais, non, mais je vous rejoins globalement. Chapeau à Darko, quand même, Rajakovic, le coach, qui fait très bien jouer cette équipe. Tu es quand même le septième offensive rating de la ligue. Et moi, je te suis là-dessus, Chris. Moi, je suis assez fan aussi de Brandon Ingram. Malgré, tu as raison, il a des phases de pétage de câble. Mais c'est quand même un joueur. C'est du plaisir visuel, quoi. Brandon Ingram, c'est pur, c'est du pur basket, quoi. Quand il est dedans, ouais. Mais le problème, c'est que quand il n'est pas dedans... Ouais, ça arrive. Ouais, il a eu ses phases un peu plus compliquées. On va enchaîner, si vous voulez, avec un petit peu de perf individuelle. Bon, tous les soirs, il y en a, mais il y en a certaines qui marquent un peu plus que d'autres. Tom, je vais te lancer si tu veux. Dans votre dernier Weekly Report avec Quentin, vous avez fait un bon focus sur un match en particulier. Les Warriors contre les Spurs. 2 matchs incroyables avec des dramaturgies à chaque fois vraiment cool. Il y a un joueur en particulier qui a vraiment marqué les esprits cette semaine, c'est Steph Curry. Comment dire, Stephen Curry,
on le présente plus, hein. C'est un ovni, comme l'un des trois avec KD et LeBron, c'est un des joueurs qui a décidé de ne pas vieillir, qui a décidé de continuer de dominer la ligue à son âge. Et il nous rappelle de temps en temps, comme ça, sur 2 matchs, qu'il est capable de performances que lui seul, en fait, est capable de faire. C'est-à-dire que le premier match, 46 points, un pourcentage à 3 points qui n'est pas terrible. Par contre, il cale 20 pions dans le 3e quart-temps, il fait la différence. Le deuxième match, un peu plus serré, les Spurs jouent un peu mieux. Le mec, il plie le match, 49 pions. Il met 95 points en 2 matchs. C'est Stephen Curry, c'est létal. C'est le shooter par excellence. Moi, je trouve vraiment, et on en parlait aussi pendant le Weekly Report, et Chris, on en a parlé un petit peu, tu sens que ce trio expérimenté avec Draymond Green et Butler, ça fit super bien. Ça joue le même basket, ça réfléchit et ça parle le même basket. Steph se régale. Encore une fois, moi, je tiens à saluer aussi le boulot de Draymond Green, qui produit là aussi encore un beau début de saison. Mais purée, Steph, est-ce qu'on reverra ça un jour, quoi? On se dit toujours ça, et puis forcément, il y aura un truc différent parce que le basket évolue en permanence. Moi, sur Draymond Green, je suis d'accord, mais heureusement qu'il a les autres, quoi. Mais il fait la courroie de transmission. Mais il faut qu'il arrête. Hein. Et sur Wemby, l'image sur Wemby est folle. Et t'en as pensé quoi, tiens, Yannick? Parce que on n'en a même pas discuté. Alors, vous avez moi, je vais dire sur sa chaîne, mais Yannick, toi, ton avis sur cette image-là où tu vois, tu as un poster de Wemby et après, tu as Draymond Green qui le regarde, tu sais, comme un enfant de 7 ans qui regarde un mec qui fait 3 têtes de plus. Moi, c'est pas gentiment, mais c'est pas l'enfant de 7 ans, tu vois, c'est le gars qui la ramène alors qu'il doit juste la fermer, quoi. Et par contre, moi, j'ai plus aimé la réaction de Wemby que la sienne. Il a rien dit, Wemby, et là après, il lui a mis sur la tronche, et il lui a dit, voilà, gars, ok, allez, va jouer. Et tu vois, on en a pas tous les ans, on en parle. Dès qu'il ouvre, c'est parce qu'il est en difficulté, Green. Donc tout le monde le sait. Maintenant, tais-toi, garçon. Voilà, c'est juste ça. C'est fatigant. Ils ont justement, je suis d'accord que là, ils sont bien Golden State. Ils ont trouvé en Jimmy Butler le joueur dont ils avaient besoin, qui a remplacé en fait Klay Thompson, parce que c'est ce qui manquait l'année dernière. C'était un 2 comme ça, capable de défendre et de cacher Curry, plus de marquer des points. Donc voilà, non, mais effectivement, je trouve que ce trio est très équilibré, très bien coaché et qui va permettre de pouvoir. Il va falloir penser aussi à faire jouer les autres autour pour pouvoir les amener à l'après. Ok. Est-ce qu'il y a une autre perf que vous voulez aborder rapidement avant qu'on aille sur le débat, parce que le temps tourne? Il y a quelque chose juste vas-y. Le Bradley Beal qui est out pour la saison. Est-ce qu'on est surpris? Est-ce qu'on est surpris finalement? Peut-être du fait que ce soit aussi tôt dans la saison, tu vois. Non mais les gars, les gars, les Los Angeles Clippers. C'est-à-dire que là, ça fait une semaine qu'on se fend la poire avec Nico Harrison et ce qu'il a fait à Dallas. Est-ce qu'on peut parler 2 secondes de ce qui se passe aux Clippers? Parce qu'on a un peu oublié vite là, hein, les histoires autour de Kawhi Leonard et l'emploi fictif. James Harden qui, pour ceux qui ont vu 5 majeurs, l'émission sur Netflix, et qui globalement suivent James Harden, ok, il y a certains matchs, il est régulier et tout. Ce mec est un imbécile. Tu recrutes Bradley Beal. C'est dur. Le mec, non, c'est un idiot fini, James Harden. Je te jure, c'est un idiot fini. C'est un grand joueur de basket, hein, mais c'est un idiot fini. Et c'est Bradley Beal. Est-ce que vous vous souvenez ce qu'avait dit Bradley Beal en arrivant aux Clippers? Il voulait gagner un titre, non? C'est pas ça? Le mec a dit, je viens aux Clippers pour finir ma carrière aux Clippers et gagner un titre. Mais ça va pas du tout. Comment tu dis gagner un titre avec les Clippers? Et il a
Il a pas dit dans quel sport. Il y a peut-être une autre franchise dans un autre sport qui s'appelle les Clippers. Les Clippers, les gars. Ah, Steve Ballmer, il est content d'avoir lâché des milliards dans son nouveau stade, je vous le dis. Bah, c'est une cash machine terrible. Mais c'est une cash machine. Ouais, mais sportivement, tu vois, nous. Mais sportivement, mais non. Mais l'aspect sportif, ils sont nés sur un cimetière indien. Qui a plus la loose entre genre les Pelicans et les Clippers, tiens. J'allais dire ça. Kiff. C'est dur, hein, franchement, c'est en termes de côté cimetière indien, loose permanente, ça débat fort. Hein. Ouais, la seule différence, c'est que tu as une franchise qui se trouve en Californie, à Los Angeles, qui est attractive, qui amène des stars, qui fait de l'œil à certains free agents des grosses stars qui les attirent, et qui, malgré ça, ne fait rien. C'est-à-dire que personne n'a envie d'aller à Nola, ça on le sait. Il y a des gens qui ont envie d'aller aux Clippers. Oui, mais pourquoi, quand est-ce qu'on parle du coup pour la thune, parce que tu sais que tu vas rien gagner, tu vois. Je sais pas, mais faudrait un jour qu'on se pose pour parler des plus grands échecs de l'histoire des équipes NBA et qu'on revienne un petit peu sur la construction autour de Kawhi Leonard et Paul George. Mais non, je veux pas qu'on parle de ça, on va encore parler des Knicks. Tu sais ce qu'il y a à mourir de rire avec cette histoire de Bradley Beal qui se pète et tout, c'est qu'à la fin de la saison, qui a le pic de draft des Los Angeles Clippers? C'est OKC. De toute façon, Sam Presti, lui, il est là. C'était quoi? C'était avec le trade pour chez de Shai. Bien sûr. Toujours le même. Pendant 15 ans, ça va être ça, tu vois. Mais tu sais que à l'époque, c'était Jerry West qui est arrivé aux Clippers, qui avait mis son veto et qui est parti à cause de Strange, je crois. Non, mais les Clippers. Enfin. Bon. Voilà, il fallait qu'on mette la petite cartouche pour les Clippers. On va enchaîner avec notre débat. On va rester à Los Angeles, mais cette fois-ci avec une vraie équipe de basket, les Los Angeles Lakers. La question qu'on s'est posée avec Tom, avec Yannick, ça fait déjà quelques temps qu'on s'est posé, et du coup on profite de ta présence, Tom, parce qu'on sait que tu es un fan des Lakers, de LeBron, et en même temps on sait qu'Yannick est un anti-LeBron absolu, donc il fallait faire ce débat aujourd'hui avec vous deux. Tu résumes un peu trop, tu es trop journaliste là, tu résumes un peu trop. Oui, pour moi, tu exposes juste des faits. T'inquiète pas, les gens savent. Les gens nous écoutent. Les gens nous écoutent depuis des années maintenant, Yannick, donc les gens savent. Ne t'inquiète pas, ils n'ont pas besoin que je leur fasse que je leur donne mon opinion pour qu'ils se font eux-mêmes la leur. On a cette équipe des Lakers qui tourne bien, qui est en 10-4 là au moment où on tourne. On rappelle, dimanche soir, on est 4e de la conférence Ouest. Qu'est-ce qu'on a ? On a des performances individuelles qui sont à des niveaux assez dingues, on va en parler. Mais on a quand même un absent majeur qui s'appelle LeBron James, mais absent majeur depuis le début de saison, qui devrait revenir là d'ici quelques matchs. Les Lakers sont sur une fin de road trip et je crois qu'il doit revenir pour le prochain match contre le Jazz à domicile. C'est dans la nuit de lundi à mardi ou mardi à mercredi, qu'importe, début de semaine. La question qu'on se pose, et on va se lancer un petit peu dessus, messieurs, comment réintégrer LeBron James au sein des Los Angeles Lakers ? Question vague. Qui aborde différents points, que ce soit vraiment sportif sur le terrain, voire même extra-sportif, vestiaire et ambiance générale. Tiens, je vais te laisser Yannick, si tu veux, un petit peu là-dessus, et après, vous rebondissez tout ça, on discute sur ce cas-là. LeBron qui va revenir d'une sciatique, blessure de vieux par excellence. Moi, je crois que c'est la première fois que j'entends qu'un joueur revient d'une sciatique, mais bon, bref, c'est du LeBron, tu vois. Qu'est-ce qu'on en pense un petit peu ? Qu'est-ce que tu en penses déjà, Yannick, toi, de ce que proposent les Lakers sans LeBron depuis le début de saison ? Et pour répondre après à la question, comment tu vois son retour, déjà en termes de minutes, de présence, tout ça, on va dérouler ça tranquillement. Moi, il y a plusieurs choses. Premièrement, c'est que les Lakers font un très bon début de saison et surtout, ils ont donné la balle à Luka Doncic. Il a déjà fait un triple-double. Il est sur du 34 points. 8,9 assists, 8,9 rebonds. Il est dépositaire du jeu, donc c'est lui qui a ça. Mais surtout, c'est Austin Reeves qui a step up pour ce début de saison. Il a 28 points de moyenne. Voilà.
Derrière, tu as aussi DeAndre Ayton qui change la donne parce que tu as enfin un vrai pivot qui met ses petits 16 points, ses 8 rebonds et ça tourne. Le problème, c'est que maintenant, ils arrivent à trouver un rythme de croisière. Et là, va arriver LeBron. Et la vraie question, c'est quel va être son rôle dans l'équipe? Parce que le problème, c'est que quand tu as un joueur comme ça, ben, t'as un peu le problème. Je vais prendre une image soccer. C'est que tu as un peu Cristiano Ronaldo avec le Portugal. Donc il va falloir qu'il se fonde dans le collectif, qu'il soit capable de peut-être de laisser à Luka Doncic le jeu. L'année dernière, il y avait eu un vrai mieux parce que du coup, ça va être plus du jeu de course pour lui et de vraie finition. Et sur le jeu de demi-terrain, être laisser la création, quoi. Donc c'est ça qu'on va attendre de lui, mais on va voir ce que JJ Redick va trouver. Voilà. Mais après, moi, j'ai pas de solution. Je suis pas le coach des Lakers. Voilà. Ok, toi Tom, alors juste sur le côté Ronaldo, machin, tout ça, le côté un peu je phagocyte le ballon et... Mais c'est pas je phagocyte le ballon, c'est-à-dire que j'apporte énormément, mais je coûte aussi de l'autre côté. Donc c'est ça qui est compliqué, quoi. En fait, ça va être la balance. Qu'est-ce que dans quel rôle tu vas et quel rôle il va accepter de la part du coaching staff? Je sais pas. Même si je pense qu'il a moins d'ego que Cristiano Ronaldo. Bon. Vas-y Tom. Mais est-ce qu'il acceptera d'être une deuxième option? Je sais pas. Tu veux que je rebondisse sur quoi? Sur LeBron? Sur d'abord un peu le niveau des Lakers? Ce que tu veux. Non, mais moi je rejoins Yannick sur le début de saison des Lakers. Franchement, je ne m'attendais pas à ce qu'ils jouent à ce niveau-là. Je tiens à saluer encore une fois le travail d'un certain JJ Redick qui est en train d'imposer sa patte. Il l'avait déjà montré l'année dernière, sa capacité d'adaptation après le trade. Là, il a un effectif où il joue sans LeBron depuis le début de saison, où il s'est passé ce qui s'est passé hors terrain. JJ Redick gère vraiment bien son groupe, les fait très bien jouer. On avait des doutes au début sur DeAndre Ayton, Marcus Smart. Et les gars, DeAndre Ayton et Marcus Smart, défensivement, depuis le début de saison, ça rigole pas du tout. Ça rigole pas du tout. L'apport, on en parlait aussi, Chris, on en parlait un petit peu tous les deux. Bon, là, il est blessé, on n'a pas de temporalité. Et ça coïncide aussi un peu avec le retour de LeBron. Donc, ça va faciliter le truc. L'apport de Rui Hachimura sur le début de saison, en termes de progression individuelle, moi, je trouve que ce mec est ultra sous-coté parce que c'est un joueur qui apporte vraiment des deux côtés du terrain, qui rentre ses shoots, qui shoot vraiment très, très bien, qui défend à côté d'Ayton. Ça fait une raquette assez solide. Austin Reeves, en fait, le mec continue encore de nous surprendre. C'est-à-dire qu'il est en progression constante depuis qu'il est arrivé en NBA. Personne n'aurait envisagé qu'il atteigne ce niveau-là un jour. Là, on parle de lui comme un All-Star. On est d'accord là-dessus. C'est le deuxième playmaker des Lakers. Et du coup, la transition pour l'arrivée de LeBron, je veux que ça reste le cas. C'est-à-dire que je veux que ton option numéro 1, playmaker numéro 1, c'est Luka Doncic. Je pense que le message est assez clair. Au vu des négociations contractuelles qu'il y a eu cet été, au vu de ce qui s'est passé avec Rob Pelinka, au vu de la non-prolongation de LeBron et qu'il ait activé sa player option, je pense que LeBron a compris que les Lakers veulent construire autour de Luka. Et de toute façon, comment faire autrement quand on voit le niveau de jeu de Luka Doncic? Le second élément, c'est quand on voit le développement d'Austin Reeves au playmaking. En fait, LeBron a tout à gagner en jouant finisseur. C'est-à-dire qu'il va s'économiser physiquement. Il va mettre ses 20 pions par match parce qu'avec les deux playmakers qu'il a à côté de lui, il n'y a pas de souci. Si à un moment donné, tu veux les reposer un petit peu les deux, il est quand même capable d'avoir un peu de playmaking. LeBron James, si vous n'êtes pas au courant de qui c'est, on parle de l'un des plus gros QI basket de l'histoire. Même si j'aimerais bien que ça se passe le moins possible. Oui, il a du QI surtout en défense pour flopper. Voilà, comme vous l'aurez reconnu, bien évidemment, l'objectivité légendaire de Yannick sur LeBron James. Non, mais tout ça pour dire que tu as un groupe qui est finalement assez bien construit, avec des joueurs qui sont en contrat-tir et qui saisissent assez bien leur chance. Et finalement,
Tu te dis que ces Lakers roulent super bien sans LeBron. Et moi, je vois aucun problème en fait à réintégrer LeBron James quand on sait la saison qu'il a tapé la saison dernière. Là, potentiellement, tu peux l'avoir avec un minutage réduit, donc avoir un LeBron en meilleures conditions physiques potentiellement pour les playoffs, avec un rôle, Yannick, en plus, on en parlait souvent, où on aime de plus en plus voir LeBron quand il n'a pas cet aspect de création, quand il est capable juste de finir comme ce qu'on voulait en fait pour KD à Houston, tu vois, d'être un peu la dernière roue du carrosse à qui on donne le dernier ballon pour aller scorer, shooter ou faire des trucs comme ça. Alors moi, excuse-moi, hein, vas-y. Moi je le vois plus en joueur open court sur qui tu vas balancer la balle et il a tellement de puissance qu'il est inarrêtable. C'est clair. Mais après, sur jeu placé, je suis plus nuancé, tu vois. Parce que je le vois pas jouer en catch and shoot. Non. Et j'ai pas envie de lui donner la balle non plus. Tu vois, je veux pas qu'il ait la balle en main. Et je le le vois pas poser des pics. Ou alors sur DeAndre Ayton qui pose des pics sur DeAndre Ayton, mais ça va être compliqué parce que DeAndre Ayton et le handle, c'est pas sa spécialité. Donc tu vois, moi c'est par rapport à ça en fait que je pense que si tu défends très très fort, mais t'as et Luka Doncic et LeBron à cacher en défense, ça fait quand même beaucoup de joueurs à défendre. Luka, t'as pu à le cacher en défense. Regarde un petit peu les Lakers, mec. Luka, t'as pu à le cacher en défense. Et ça, je maintiens ce que je vais dire. Je ne dirais jamais que Luka Doncic était un joueur d'élite en défense, loin de là. Mais par contre, il est dans le prolongement de ce qu'il avait fait à l'Euro. Physiquement, il est bien plus mobile et il se fait beaucoup moins cibler. Ouais, mais et là où je prolonge aussi sur l'aspect... il faut que tu le cales, il faut que tu l'empêches de se passer. Ouais, mais t'as que 5 joueurs sur le terrain. Bah ouais, mais il faut avoir une rotation. Si tu veux arriver en playoff et pouvoir, tu vois, on en parlait un peu en introduction de vidéo, si tu veux envisager, espérer dans tes rêves les plus fous, essayer de concurrencer un peu Denver et OKC, il te faut un roster avec 8 ou 9 joueurs viables en playoff. Ouais. Pour le coup, les Lakers sont en train de nous montrer, avec le retour de LeBron qui arrive là, qui a un réel noyau de 8-9 joueurs, avec des Jack LaRavia dont on n'a pas parlé, mais qui fait un super début de saison, avec un Marcus Smart dont on a parlé, avec un Jared Vanderbilt qui est capable de faire quand même pas mal d'efforts défensifs qui sont assez cool, du Rui Hachimura. Donc tu vois, tu as un effectif qui commence à pas être inintéressant. Et juste pour rebondir sur le côté je veux pas voir LeBron balle en main, LeBron James l'année dernière il tourne à 8 passes de moyenne. Mais oui, mais les passes décisives sont pas forcément le meilleur. Non, remonter le ballon, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi, Chris. Le moins possible de playmaking pour qu'il soit le plus efficace possible au panier. Par contre, s'il y a des phases en demi-terrain, tu vois, où imaginons Luka il est doublé, ou Austin Reeves est un peu dans un moins bon soir, moi ça me dérange pas qu'on donne la balle au poste à LeBron et qui, vas-y mec, crée. Il n'y a pas de souci. Non, tu vois, moi je pense que justement, s'il y a un double team sur Luka, lui, tu peux lui balancer la balle sur LeBron, qui lui va trouver le joueur libre. Mais c'est pas lui qui va créer le décalage. Tu vois, je pense que ok pour une fois que le décalage est fait, tu peux faire des passes décisives du coup, puisqu'après c'est mathématique. T'as un 4 contre 3. Donc du coup là, bien sûr, il pourra. Mais pour moi, c'est pas ça. C'est pas ce qu'on va lui demander au début. Ce qu'on va lui demander au début, ça va être de courir et d'avoir de la contre-attaque. Alors, je vais essayer de me faire un petit peu l'avocat du diable parce que pour l'instant, je suis étonné. Vous ne voyez que des aspects positifs, en tout cas dans votre construction, non mais de réflexion. Je l'entends, Tom, mais j'essaye quand même d'apporter un peu de nuance sur le côté le retour de LeBron. Ok, on sait que LeBron, qu'il ait le ballon, pas le ballon, tout ce que vous voulez, il va faire des rebonds, il va faire des passes, il va claquer des points. On connaît le mec, ça fait 47 ans qu'il est là, il va continuer pendant encore 15 ans à faire ça. Mais au détriment de qui ? Au détriment de Doncic, au scoring, à la passe, au détriment de Reeves, vous en avez parlé, qui a fait un très bon début de saison. Il y a une semaine où il nous avait claqué en back-to-back 40 points et je ne sais plus combien, 50 points je crois. Au détriment de DeAndre Ayton, au bout d'un moment, ils vont pas marquer 170 points par match, les Los Angeles Lakers. Donc, il va y avoir une répartition de la balle différente, il va y avoir une répartition au scoring et dans les statistiques, les grosses statistiques différentes. Moi, par exemple, je me dis,
si c'est au détriment, par exemple, d'un DeAndre Ayton qui marque moins de points, moi, j'ai toujours des doutes sur Ayton, tu vois. Il nous fait des bons matchs, tu vois, mais c'est une mèche courte. Est-ce que ce mec-là, il va pas devenir un peu frustré s'il voit qu'il a moins le ballon, parce que le ballon circule plus entre Reeves, entre Luka et entre lui, et que ça devient une sorte de quatrième option, et que du coup, on sait que les intérieurs, s'ils n'ont pas le ballon, s'ils mettent pas des points, ils peuvent vite se frustrer. Si c'est au détriment de Reeves, et ben en fait, est-ce que, tu vois, c'est pas dommage dans la construction globale des Lakers d'avoir un mec qui nous a montré de très belles choses, mais qui a eu parfois aussi des phases un petit peu plus descendantes. Moi, il y a un joueur qui va avoir qui aura moins le ballon, qui aura moins de perfs individuels. On sait que c'est une ligue aussi avec des égos, avec des caractères forts. Est-ce que vous pensez pas, messieurs, que ça risque, peut-être pas sur le court terme, mais sur le moyen long terme, de créer des frustrations individuelles? Mais on sait très bien qu'il va y avoir surtout chez les Lakers, il y a des possibilités de réajustement d'effectifs. Et moi, je pense que, et pour revenir à ta question, il y en a plusieurs qui vont en pâtir. C'est ceux qui ont été cités. C'est Reeves qui fait son meilleur début de saison. C'est Hachimura qui est ultra précieux. Oui, et Hachimura, il emmerdera personne, Hachimura. Tu vois, c'est un role player plus. Tu vois. Ouais, donc, mais sauf que au bout si t'as ton role player qui te fait plus ce qu'il faisait parce que il chute de confiance, parce que il est plus dans sur le même rythme, parce que faut pas oublier le rythme. Et ben du coup, moi je pense que du coup ça va c'est dans le comment dire ça, c'est dans le flow de l'équipe que ça risque de bouger, quoi, tu vois. Et je pense qu'ils risquent c'est eux deux, c'est pour moi les deux principaux qui vont être bloqués, c'est Reeves et Hachimura. D'ailleurs, Reeves, quand il explose, c'est l'année où c'est pas l'année où LeBron est un peu blessé, il joue beaucoup moins. Non, sûr, non, je crois pas. Non, ils jouent ensemble. Ouais, et c'est LeBron qui lui laisse la balle. Le playmaking d'ailleurs. T'en penses quoi, toi? Est-ce que tu te dis, Tom, qu'il y a quelqu'un qui va en pâtir, mais est-ce que tu penses déjà qui, de ton point de vue, si c'est un joueur ou si c'est plus une globalité, et est-ce que tu penses pas que ça peut créer, alors des tensions, le terme est fort, tu vois, mais des petites frustrations, des petits trucs de mais attendez, quand LeBron n'était pas là, moi je tournais à X points par match et j'avais autant de usage rates que je veux. Là maintenant que le mec est revenu, en fait je touche moins la balle, j'ai moins de possession et je suis limité dans mon rôle. Alors moi, pour différents arguments, j'ai vraiment du mal à envisager l'aspect négatif. Première chose, tu as dit que ça pouvait potentiellement créer des problèmes à moyen et long terme. Mais en fait, le moyen et long terme n'existe pas avec cet effectif des Lakers. Parce que potentiellement, tu es sur la dernière année de LeBron. Austin Reeves, je pense que, en plus, c'est pas comme si tu avais construit ton effectif cet été. C'est-à-dire que Austin Reeves, LeBron James, Rui Hachimura, c'est des mecs qui jouent ensemble déjà depuis 2-3 ans. Luka, LeBron parlent le même basket. On le sait. Ils parlent clairement le même basket. Luka est un peu fan de LeBron, de son éthique de travail. Je pense que le niveau de DeAndre Ayton n'est pas anodin. Il y a un lien de corrélation avec LeBron James aussi. De par sa concentration, son focus, son éthique de travail depuis le début de saison. Ça, j'en suis convaincu. Et vous avez beau me dire le contraire, mais la shape de Luka, le niveau de motivation de DeAndre Ayton, les mecs se disent, juste imaginez, les mecs se disent que potentiellement, sur un malentendu, si cet effectif-là, tel qu'il est construit, arrive ne serait-ce qu'à aller choper une finale de conf, et après en finale de conf, on ne sait jamais ce qui peut se passer, t'imagines quand même si ces Lakers-là, ils arrivent au bout. Enfin, l'histoire, elle est démentielle. Donc, moi, je ne vois pas trop de guerre d'ego cette année. Encore une fois, je te rejoins, Yaya. LeBron a tout intérêt à accepter ce rôle de deuxième option au scoring et troisième option de playmaking. Moi, que DeAndre Ayton marque moins de points, ça ne me dérange absolument pas. Parce que s'il continue à prendre autant de rebonds et à défendre l'arceau comme il le fait, c'est ça que j'attends de lui.
il continuera à avoir ses phases offensives parce que Luka Doncic a besoin d'un pivot dans ses phases de création offensive. Il joue sur beaucoup de pick and roll, Austin Reeves aussi. LeBron est capable de faire du pick and roll aussi avec DeAndre Ayton. Tu peux avoir du pick and roll inversé entre Luka et LeBron. En fait, je ne vois pas comment réintégrer un joueur tel que LeBron James. Après, on verra aussi dans quel état physique il est. Moi, c'est là mon plus gros doute. C'est dans quel état physique il est. Est-ce qu'après une sciatique ou pas, il est capable de continuer à dominer physiquement pour mettre ses points. Si c'est le cas, je ne vois aucune problématique à sa réintégration. Si physiquement, tu sens qu'il est plus capable de dominer et tout, là, il y aura des questions qui se soulèveront. Mais par contre, dans le minutage et dans le partage de la balle, je pense que LeBron est assez intelligent pour comprendre que s'il veut espérer envisager de regagner quelque chose en NBA, à son âge, il doit faire l'impasse sur garder la balle en main, laisser ses coéquipiers qui s'expriment très très bien et s'entendent très très bien en plus. Reeves et Doncic, il y a une espèce de bromance depuis le début de saison qui est hyper cool. Mais s'il est capable d'intégrer ça et de l'accepter, moi je dis attention, les Lakers, ça peut être sympa. Et je vais te faire crier, mais le faire sortir en 6e homme. Non, allez, toi, qu'est-ce que tu me racontes? Non, tu peux pas, c'est les LeBron James. Ah bah voilà. Mais Yannick, t'es toujours à dire, t'es le premier à dire c'est une ligue de stars, c'est une ligue de machin. Bah ouais, mais là, t'as la star ultime, tu peux pas. Mais non, mais même au-delà de l'aspect star, les gars, je pense que vraiment vous oubliez le niveau de jeu de LeBron James l'année dernière à 40 ans. Oui, mais on va voir comment. Il était top 10 MVP l'année dernière, je vous rappelle. On parle d'un joueur de 40 ans, hein. On parle pas d'un mec qui... Oui, mais justement, on parle d'un joueur de 40 ans, bah, le meilleur moyen... Et tu le fais jouer contre les second units. Ouais, il va les détruire, les second units. Mais tu le fais jouer contre les premières unités, il les détruit aussi. Quel est l'intérêt de les faire jouer sur les second units? Alors, écoute, tu sais quoi? Moi, je veux bien. Mais il peut aussi faire jouer dans la ligue d'Andy Basket aussi, du coup, parce qu'au bout d'un moment, il y a les limites. Ah bah moi je les ai pas encore. Moi je les ai pas encore. Le gars il a une sciatique. On vient de le dire. Ouais. Bah on verra comment il joue. On l'a pas encore vu revenir sur un parc NBA, donc on va attendre. Mais par contre oui, l'aspect physique et dans quel état il revient. Là, je rejoins complètement Tom. Ça peut devenir un problème, et on va pas l'aborder vu qu'on n'a encore rien vu de lui. Mais attention sur cet aspect-là. Donc vous êtes plutôt globalement d'accord, ce qui est assez étonnant. Vas-y Tom, et après on passe à la suite. Ouais, bien sûr. Juste pour ajouter une dernière chose sur l'aspect physique notamment, je me demande si le très bon début de saison des Lakers n'a pas permis à LeBron aussi de prendre un peu plus de temps pour soigner son corps. Tu vois, si les Lakers avaient commencé et au lieu d'être en 11-4 là, ils étaient en en 6-10, je pense que LeBron serait revenu bien avant. Là, le fait que ça joue bien, il y a une très bonne entente, ça aussi on l'oublie, hein. Les gars, c'est un point hyper important. Il y a une très très bonne entente avec JJ Redick, avec LeBron. Donc il n'y aura pas de problème de coaching à ce niveau-là. Ils sont potes de podcast, donc c'est sûr que... Ouais. Bah oui. Et ils ont joué ensemble. Ils ont joué ensemble aussi. Bon, voilà, donc globalement plutôt d'accord tous les deux. Pas de difficulté particulière pour réintégrer LeBron, donc on va voir ça. Donc, on est d'accord. On verra. Oui, on verra, mais globalement vous êtes plutôt sur un aspect positif. Vous voyez pas de grosses difficultés. En fait, le seul truc, c'est est-ce qu'il va accepter le rôle. C'est ça. Pour moi, c'est ça en fait le truc. C'est qu'on va voir ce que c'est, parce qu'on sait que des fois ça a été compliqué. Par contre, attention les cocos, hein, parce que s'il accepte ce rôle-là, et qu'il continue à tourner comme il tourne, ça ouh là là, attention. Encore un peu plus sérieux. Bon, on va passer... En déambulateur. On va passer, si vous voulez, et on va attaquer notre rubrique Culture Basket. La Culture Basket, c'est un quiz. C'est toutes vos connaissances. Alors, on rappelle, on est à notre 3e quiz. Yannick avait surperformé sur le premier quiz. Est-ce que c'était pas la chance du débutant? La semaine dernière, il a été rattrapé par Anna. Score de parité, 4 partout. Alors, Tom, évidemment, tes points vont compter. Parce que j'ai envie de te dire, si tu reviens ne serait-ce que 2 ou 3 fois dans la saison, vu le niveau de mes acolytes, tu pourrais même, pourquoi pas... Ça dépend du nombre de questions, bourricot. Je flatte l'invité quand même, on a envie qu'il revienne, tu vois. On parle pour toi. Oui, je parle pour moi. Et je parle pour la communauté qui nous écoute, Yannick, surtout. C'est vrai. Bon. Alors, thématique du quiz. Alors,
on connaît, pour ceux qui nous écoutent depuis un bail, Tom est venu donc à plusieurs reprises, comme on dit en introduction, et avec Yannick, ils aiment bien un petit peu s'écharper sur deux joueurs. Sur donc LeBron James, qu'on vient d'aborder depuis un quart d'heure, 20 minutes en particulier, et sur Michael Jordan. Vous êtes tous les deux là, donc j'ai fait un quiz Michael Jordan, LeBron James. Bah, dis donc, soyez motivés quand même. Moi, je suis ravi. Hein. Moi, j'ai bossé les gars. Alors, je vais vous proposer trois questions. Donc, il y a des sous-questions dans des questions, mais 3 gros items, donc à chaque fois des points marqués. Et on verra du coup. Alors, l'idée n'est pas de dire à la fin qui est le meilleur entre Michael Jordan et LeBron, mais au moins on pourra savoir qui est le meilleur entre Yannick et Tom. Donc après, vous ferez votre déduction, évidemment, vis-à-vis de le résultat du quiz. Alors, pour cette première question, messieurs, je me suis un petit peu penché sur les performances des deux joueurs. Et je vais vous poser donc une série de petites questions rapides. Et à chaque fois, vous devez me dire si la performance que je vais vous donner est de Michael Jordan, de LeBron James ou bien des deux. Ok ? Donc, oui. Vous levez la main, machin, vous dites et on verra qui a la bonne réponse. Alors, attention, il peut y avoir des petits pièges. Écoutez bien les énoncés de questions. C'est très important. Ok ? Alors. Qui a perdu en finale NBA ? Non, j'ai fait un petit peu plus compliqué. Première question. Pour ma première campagne en play-off, je suis éliminé en demi-finale de conférence. LeBron James. Ouais. LeBron James. Bonne réponse de Tom. 2005-2006, c'était sa 3e saison en tant que joueur et c'était sa première campagne de play-off. Michael Jordan, lui, il avait fait 3... En fait, dès le début, il a été en play-off, mais les 3 premières fois, il avait été éliminé au premier tour. Et c'est notamment un match à 63 points. Et c'est uniquement lors de sa saison 4 qu'il est éliminé en demi-finale de conférence. Donc le point pour Tom, un point pour Tom, je note. Un point pour l'ami Thomas. Alors on continue. Deuxième question. Toujours en play-off. Je suis le premier joueur all-time dans la catégorie des points. Michael Jordan, LeBron James ou les deux ? Écoutez bien la question. En play-off, je suis le premier joueur all-time dans la catégorie des points. C'est-à-dire, c'est celui qui a le plus scoré en play-off ? Je suis le premier all-time dans la catégorie des points. Bah, LeBron. Ouais, LeBron, ouais. C'est faux, ce sont les deux. Je vais vous expliquer pourquoi. LeBron James est premier all-time en total de points marqués. Michael Jordan est premier en moyenne de points marqués par match. T'es coquin sur tes questions. Hein. Mais non, mais les moyennes, forcément. Ah bah non, mais j'ai dit dans la catégorie des points. En NBA, il y a les moyennes et il y a le nombre total. C'est vrai. Voilà. Donc, ils sont chacun premiers dans leur catégorie. Donc, pas de point pour celle-là. Je suis déçu. Très déçu. Non, mais comme il a faux, c'est pas moi. Non, mais non, Yannick, t'as parlé. Non. Et en plus, espèce de gros mytho, t'allais dire juste après, t'as dit oui, c'est vrai, LeBron. Oui, en plus, c'est ça. Donc, oui, mais j'avais moins un. Mais lui, j'avais pour mauvaise foi. Mais lui, j'avais à moitié raison. Donc voilà, toi, t'as eu faux, mais moi, j'avais à moitié raison. Alors, troisième question. J'ai accumulé le plus de matchs en carrière saison régulière avec au moins 60 points marqués dans un match. Jordan, ouais. Ouais, c'est Michael Jordan. Est-ce que vous savez combien, tiens ? De matchs de saison régulière à 60 points marqués ou plus. Est-ce qu'il serait pas à... Il n'y en a pas non plus, il n'y en a pas 40. Hein. Non, il n'y en a pas 40. Est-ce qu'il ne serait pas à 8 ou 9 ? Non. Ouais, 8, moi j'aurais dit 8. Non, il est à 4. 4, bah, c'est déjà costaud. Ouais, moi j'ai 4 et LeBron est à un seul match, à 60 points ou plus. Le point pour le 69 contre les Cavaliers. Il est vif, hein, il est vif. Ouais, la jeunesse parle pour l'instant. On continue. J'ai cette formulation, désolé par avance, j'ai eu du mal à la tourner. Je n'ai aucun match joué en carrière avec 0 point marqué. LeBron. Yannick. Les deux. C'est Yannick, c'est les deux. C'est les deux. Eh oui, c'est les deux. Chaque fois qu'ils ont joué, en gros, ils ont toujours marqué au moins 1 point. Ils n'ont jamais fait 0 point, jamais la bulle dans un match en saison régulière. Tu vois, ça veut dire qu'ils n'ont pas été blessés tout de suite, tu vois. Ouais, il n'y a pas eu le côté je me pète. Ils n'ont pas fait une Gordon Hayward, tu vois. Pour ceux qui ont la ref du côté de Boston. Allez, on enchaîne. Pour ma première saison, je suis rookie de l'année, All Rookie First Team
est présent au All-Star Game? Michael Jordan, LeBron James ou les deux? Les deux. Toi, tu dis les deux. Toi, tu dis quoi, Tom? Moi, j'ai dit les deux. Non, c'est faux. C'est que Michael Jordan. LeBron James, c'est rookie, all-rookie first team. Mais il n'est pas présent au All-Star. All-Star Game. Ouais, t'as raison. Je crois d'ailleurs le dernier rookie depuis Jordan à avoir été All-Star. Je me demande si c'est pas Shaq. Okay. Non, il y en a eu un récemment, je crois. Note, ouais. Je me demande un joueur. Faudrait retrouver, mais il n'y en a pas beaucoup de toute façon. Des rookies qui ont été All-Star. Non. Bon. Je vous en fais encore deux sur celle-là et après on enchaîne si vous voulez. C'est Starter qui en a pas eu beaucoup, mais il y en a eu beaucoup qui ont été All-Star malgré tout. Ok. Alors, je n'ai affronté qu'une franchise de la division Pacifique lors de mes finales NBA. Michael Jordan, LeBron James ou les deux? LeBron. Ok, Yannick, tu penses quoi? Attends, Pacifique. Je n'ai affronté qu'une seule franchise de la division Pacifique lors de mes finales NBA. Ah, finale NBA, putain, j'étais sur finale de conf. J'étais sur finale de conf. Gagné et perdu, tout ça, moi je vous dis finale NBA. Je n'ai affronté qu'une seule équipe de la division Pacifique. Attends. Déjà, il faut connaître les équipes de la division Pacifique. LeBron. Toi, tu dis LeBron. Okay. Moi, je garde LeBron. Attends. Yannick, 5 secondes. LeBron. C'est LeBron. Avec les Warriors qu'il a affronté à 4 reprises, 2015, 2016, 17, 18. Michael Jordan a affronté les Lakers en finale 91 et a affronté les Suns en finale 93. Ouais. Donc les Warriors et donc une seule finale contre une équipe de la division Pacifique pour LeBron. Dernière question. Je suis sur les 5 catégories statistiques majeures, donc points, interception, bloc, rebond et passe, le joueur avec le plus de moyenne supérieure à l'autre en saison régulière. Yannick, tu dis quoi? Alors attends. Tu dis. Tu prends les 5 catégories stats principales, on va dire, de NBA. Ouais, en moyenne. Qui a la meilleure moyenne que l'autre sur chacune de ces trucs. Sur les moyennes, moi je dis Jordan. En saison régulière. En saison régulière, non, c'est LeBron parce qu'il doit avoir plus de rebonds, plus de passes. C'est Michael Jordan. Michael Jordan a plus en moyenne de points, il a plus d'interceptions et il a plus de blocs que LeBron James. Ce qui semble logique. Pour les blocs, ça se joue à rien. Ça se joue à 0,1 bloc. Ouais, putain, j'étais sur logique. Non, mais sur les totaux, LeBron a des totaux meilleurs que Jordan. Mais par contre, sur les moyennes, vu que Jordan a joué moins longtemps, il a des meilleures moyennes. C'est ça, exactement. Largement, ouais. Exactement. Bon, voilà pour cette première question. On va enchaîner plus rapidement avec la deuxième. Je suis allé chercher un petit peu le top 75, vous savez, qui avait été établi par la NBA. Top 75, mais 76 en fait, des meilleurs joueurs selon la ligue. Attention, c'était en 2020. Avec Anthony Davis. Ouais, avec bref, il y a du monde. Voilà, on pourra en discuter. On en avait discuté à une époque. Donc c'est la NBA qui a fait cette liste-là. Moi, je vais vous demander de me citer l'un après l'autre. On verra le premier qui se plante. Les joueurs de cette liste-là qui ont joué avec Michael Jordan ou avec LeBron James en NBA. Pas en sélection Team USA, parce que là, il y en a beaucoup. Vraiment en NBA dans leur carrière. Parmi la liste donc du top 75. Qui veut commencer? Bon, n'importe. Alors, si vous répétez ou que vous vous plantez, évidemment, vous perdez et du coup, le point ira à l'autre. Allez, Scottie Pippen. C'est bon. Dennis Rodman. C'est bon. Shaq. Oui. Oui, à Cleveland. Oui, pardon. Oui, il était loin dans ma liste. Voilà. Melo. Carmelo Anthony, c'est bon. Ah oui, c'est vrai. Anthony Davis. Anthony Davis, c'est bon. Merci, Tom. Oui, bon, quand même, t'es facile. Anthony Davis qui est dans le top 75, celle-là. Donc, on a dit quoi? On a dit Shaq, AD, Rodman, Pippen, Dwayne Wade. Dwayne Wade, c'est bon. Oui, c'est vrai. Chris Bosh.
Oui. Ça commence à se resserrer là. C'est pas facile. Ouais. Moi, je me souviens plus des. C'est qu'en équipe, on est d'accord, hein, c'est pas en sélection. Pas Team USA. Pas Team USA. Oh oui, c'est trop facile. Non, sinon il y en a trop. Russell Westbrook, ouais. Celui-là, fallait s'en souvenir. Passage aux Lakers. Le meilleur ami de LeBron. Alors là, moi, dans ma liste, Yannick, j'en ai plus qu'un. T'en as plus qu'un ? J'espère ne pas en avoir oublié. Excusez-moi par avance si j'en ai oublié. Moi, j'en ai plus qu'un. Donc, soit tu l'as, Yannick, et du coup, vous marquez tous les deux un point, ou sinon, c'est Tom qui marque le point. Franchement, c'est un joueur très fort, mais c'est vrai qu'il ne va pas venir tout de suite. J'ai une question. Si je l'ai, est-ce que je fais x2 ? Oui, t'es l'invité, donc tu auras le droit de faire x2. Mais on va Parce laisser que Yannick. Je l'ai, Yannick. Hein. Non, mais juste pour lui mettre la pression un peu, je l'ai. Non. Alors, attends. Moi, il y en a un que je. Tic-tac, tic-tac. Ouais, c'est ça. Tic-tac. Allez, 5 secondes, parce qu'on est déjà à 1 heure d'émission, ça va faire 2 heures. Putain, mais il y a un joueur, je suis pas sûr qu'il ait joué avec les Lakers. 4. Avec les Bulls. Ray Allen. Bien joué, Yaya. Ray Allen. Alors, c'était avec le hit. Hein. Oui. Mais tu sais quoi, je me demande s'il y a Dominic Wilkins n'a pas fait une pige aux Bulls et n'a pas fait un match. Okay, bon, mais est-ce que Jordan n'y était plus déjà ? Est-ce que c'était pas, ouais. Est-ce qu'il n'était pas à Washington, tu vois ? Non. Non. Dominic Wilkins, il était déjà plus là. Ouais, c'est quand il est revenu après le Panathinaikos, il a fait un match, tu sais, il devenait journeyman. En tout cas, franchement, bravo les gars. Parce que il y en avait 2-3 qu'il fallait nous sortir du bois, du Westbrook, du Ray Allen. On voit quand même que LeBron a joué avec plus de gars, parce qu'il y a aussi plus de récents que Jordan, où il y en a que 2 pour le coup. Non, je ne fais pas de non, mais c'est normal. Il y en a un qui a joué que, entre guillemets, dans une franchise toute sa carrière. C'est ça. Dernière question, et celle-là, elle va valoir 2 points. Donc Yannick, tu peux égaliser. Parce que là, pour l'instant, à mon compte, je suis à 4-2 pour Tom. Okay, c'est tout. Tu peux égaliser. Ou alors, Tom, tu peux écraser Yaya pour ce quiz. Alors, ça, j'ai pris l'idée du SNL de Rémi, là. Qui aimait bien proposer ça. Les enchères ? Non, pas les enchères. Un qui suis-je ? Je vais vous faire un petit peu l'histoire de quelqu'un, l'idée. Donc, dès que vous l'avez, vous ne dites pas votre prénom, mais vous dites le nom. Si vous vous trompez, ça donne une chance à l'autre. Si personne ne l'a, personne ne marque 2 points. Mais vous n'avez qu'une chance. OK ? Pour 2 points. OK ? Alors, qui suis-je ? Avant le basket, je suis né en Caroline du Nord. J'ai grandi dans une famille modeste et j'ai très tôt développé une passion pour le sport, notamment le football américain, avant de me consacrer pleinement au basket. Attends, juste, Chris, excuse-moi, c'est toujours sur LeBron et Jordan ou ça peut être d'autres joueurs ? Sûr, mais tu vas vite comprendre. Tu vas vite comprendre pourquoi je fais ça. En université, j'ai brillé à l'université de Caroline du Nord sous la direction du légendaire entraîneur Dean Smith, où j'ai été nommé Player of the Year en 1995. J'ai été sélectionné en 3e position de la draft 1995 par les Philadelphia 76ers. Hop, j'ai Jerry Stackhouse. C'est ça. Juste derrière Kevin Garnett et Rashid Wallace, je décline. Je fais partie des 4 seuls joueurs de l'histoire de la NBA à avoir été coéquipier à la fois de Michael Jordan à Washington et à la fois de LeBron James à Cleveland. Et ensuite, on déroule sur des performances et des récompenses. Ça n'a pas été un joueur déconnant, Jerry Stackhouse. Il était c'était un sacré joueur. C'était un sacré joueur. Et voilà. Et donc voilà, bien joué Yannick. Jerry Stackhouse, un des 4 seuls joueurs qui a joué avec ces deux légendes de son Jordan et LeBron. J'ai une anecdote sur lui. Un jour, le match était fini. Tout le monde est dans les vestiaires. Il y a le coach. On le voit remettre son surmaillot. Il allait dans le vestiaire adverse et il a mis une poire à un adversaire qui lui devait de l'argent. Donc voilà. Très bien. Voilà. Alors, Vas-y. Et juste pour grand coéquipier de Rashid Wallace, le vrai GOAT absolu du basket. Bon. Tiens, pour conclure sur ce quiz Michael Jordan, LeBron James, la déclaration de Jerry Stackhouse quand on lui a demandé qui, pour lui, selon lui, était le GOAT du basket. Parce que du coup, ça avait été demandé à ces 4 joueurs qui ont joué avec les 2 joueurs.
j'aime bien la déclaration de Stackhouse, je vais vous la faire. À propos donc de ses 2 coéquipiers, il a déclaré « J'ai joué avec LeBron au sommet de sa carrière et j'ai joué avec Michael dans la dernière année de sa carrière. Je pense simplement que les 2 joueurs sont des joueurs incroyables. Ils sont probablement les 2 premiers dans l'histoire du jeu. C'est à ça que je vais m'en tenir. » Alors, je suis complètement d'accord avec ce qu'il a dit. Par contre, il n'a pas du tout joué avec LeBron dans le prime de sa carrière. Ouais, bon après, la décla, elle date. La décla, Ouais, elle ouais. date. Ouais, c'est pour ça. C'est vrai que, voilà. Mais en tout cas, il s'est pas trop mouillé. Alors, il avait aussi dit qu'il avait eu du mal avec Jordan à la fin, parce que du coup, lui, il venait d'arriver et il était un joueur très fort, et que Jordan continuait quand même à vouloir marquer de son empreinte la ligue, alors qu'il était plus sur un déclin qu'autre chose. C'était un déclin très fort. Quoi ? Jordan n'était pas un très bon coéquipier ? Arrête, je veux pas y croire. Bon, voilà. Oh non, mais arrête, t'as un truc au bord des lèvres. Arrête tes conneries. Non, mais c'est vrai que, alors, c'est peut-être pas Stackhouse, mais il y a un des 4 qui avait cité ça, qui avait dit que sur le côté coéquipier, il y en avait un qui était meilleur, qui était plus fort que l'autre, mais sur le côté individuel, bon, bref. Sur le côté individuel, c'était différent. Sur le côté vraiment performance sportive, et l'autre qui était plus un coéquipier. Bon, en tout cas, 4 partout, égalité entre vous deux sur ce quiz-là. Dès qu'il faut, et tu vois, dès qu'il faut le mettre la balle au fond, tu vois, pour avec un peu de pression, ben voilà, c'est tout. Non, mais en tout cas, du coup, on n'a pas la réponse. Vous êtes tous les deux aussi forts, donc on peut pas faire de conclusion sur. Est-ce qu'il n'y aurait pas égalité finalement entre ces 2 joueurs-là, ces 2 légendes? Non, je viens de le dire, le plus grand de l'histoire, c'est Rachid Wallace. Voilà, c'est tout. Mais Yannick, ça fait 4 ans que tu nous saoules à dire que Jordan c'est ton GOAT et que LeBron c'est une pipe. Tu vas pas nous dire aujourd'hui que ton meilleur joueur. Mon joueur préféré de tous les cas, c'est Rachid Wallace. De toute façon, les gars, il n'y a pas de débat. Le futur GOAT, il s'appelle Victor Wembanyama. Donc après, le reste, c'est dérisoire. On fera le quiz dans 20 ans. Tu vois. Bon, on va enchaîner, parce que on est déjà plus d'1 heure d'émission. Et le petit agenda, les choses à surveiller. Si vous avez repéré peut-être une petite affiche, un match, un back-to-back, quelque chose. Bah tiens, Yannick, est-ce que toi, tu as repéré quelque chose en particulier pour que nos auditeurs, auditrices puissent prendre note pour la semaine à venir là? Moi, j'ai un Bucks Cavaliers qui va arriver. Ok. Ça, c'est en début de semaine, ouais. Ouais, il y a un Raptors aussi, 76ers. Donc des affiches de l'Est pour toi, Yaya, là. Pas de Knicks? Ouais, bien sûr. Non, parce que franchement, regardez pas les Knicks, c'est cata. Et il y a un match, moi, que j'aimerais bien voir entre 2 Français numéro 1 de draft. Il y a un Spurs Hawks qui pourrait être pas piqué des hannetons, comme dit notre ami Vince du podcast NFL. Et celui-là, il est en fin de semaine. Il est dans la nuit de jeudi à vendredi, je crois, si je ne m'abuse. Et c'est à San Antonio. Donc, ok. Tiens, Tom, toi, qu'est-ce que tu as noté moi, je voulais faire plaisir à Yaya. Dans la nuit de lundi à mardi, il y a un petit Heat Knicks qui peut être quand même sympa à suivre. Qui est revanche du match qui a eu lieu là, vendredi. Et pour moi, le big game de la semaine, il est dans la nuit de vendredi à samedi, ce petit Denver-Houston là. Oui, celui-là à 3h30 du matin, ce sera pour la NBA Cup. Mais j'avoue que j'ai hâte de voir comment Houston va être capable de rivaliser avec Denver et si Denver a besoin de rehausser son niveau de jeu, sachant que le meilleur joueur du monde pose encore des triples-doubles quasiment un match sur 2. C'est ça, on n'en a même pas parlé en début d'émission, on aurait pu. Mais c'est vrai que Niko Jokic, c'est ça. Je peux poser une question à Tom? Bien sûr. Avant de finir, avant de conclure, j'ai posé une take en début de saison. Est-ce que tu penses que Victor fera un quadruple-double cette saison? Ouais, je pense. Ok. Du coup, moi, je vais te proposer la mienne. Moi, j'avais dit que Giannis ne terminait pas la saison aux Bucks. J'étais assez aligné là-dessus en début de saison. Mais en fait, le niveau d'implication de Giannis fait qu'il ne demandera pas son trade. Donc, je le vois plus partir cet été. Mais tu vois, on parlait d'amour pour le maillot et de donner 170% chaque soir. Giannis, c'est un bordel. Giannis, le mec, il se donne sur chaque action. On parle de Jokic, Shai et tout, qui joue en claquette. Lui, il n'est pas entouré comme ses 2 autres compères. Mais par contre, ce qu'il nous fait sur le début de saison, donc, et puis au vu de la conférence Est,
Tu vois, il y a un monde où Milwaukee, ils arrivent à terminer en playoff directement et on ne sait jamais, tu vois. Donc non, je pense qu'il finit la saison à... Ouais, mais Par contre, il y a d'autres stars qui vont bouger. Hein. Ça, je serais prêt à l'acter maintenant. Yes. Bah alors moi de mon côté, ça va rejoindre un petit peu ce que tu disais Yannick. Moi c'est la globalité de la semaine à venir des Bucks. Il y a un match à Cleveland, un petit peu plus tard dans la semaine, il y a une confrontation contre Philadelphie. Un petit peu plus compliqué Philadelphie, mais ça reste intéressant à voir. Autour de Maxi et Tchoukombe, est-ce que Embiid sera là? Ça va dépendre de plein de facteurs, j'ai envie de dire. Et après, fin de semaine, il y a une réception de Détroit. Et cela peut être sympa de voir Giannis Antetokounmpo contre cette belle équipe des Pistons, là, ce beau collectif qui tourne bien, à voir où en seront les Pistons à ce moment-là. Mais voilà, à Cleveland, contre Philadelphie et contre Détroit, c'est une belle semaine pour les Bucks. Donc moi, c'est le petit focus que je vais me faire sur cette équipe de Milwaukee, après les autres affiches dont vous avez parlé, évidemment. C'est une semaine pivot pour eux. Hein. S'ils s'en sortent pas indemnes, pour les ça Bucks, risque de... Ouais. Ils ont intérêt à faire une grosse semaine et pour rester, parce que rester dans le flow et rester tout en haut, parce que sinon, même si ça va vite à l'Est, ils vont être vite décrochés. Vu les régularités des équipes du haut de tableau à l'Est, j'ai envie de te dire... Ouais, mais justement. Oui, après, plus tu prends des wins et plus tu es assuré d'être tranquille pour la suite de la saison. Bon, en tout cas, voilà pour ce petit agenda. On va vous laisser, évidemment. Déjà, on va te remercier, Yannick, et surtout, on va te remercier, Tom, d'être venu sur cette émission, sur cette semaine-là. C'est bien cool. Merci à toi, merci à vous. Merci à vous, les gars, pour l'accueil. Franchement, encore une fois, c'était un régal de pouvoir échanger basket avec vous, comme d'habitude. Finalement... avec Yaya, j'ai l'impression qu'on a mis un peu d'eau dans notre vin et qu'on est capable, ça y est, de discuter. Je mettrai jamais d'eau dans du vin. T'es fou, toi? Voilà, tu vois, je lui tends une perche, il rebondit avec des boutades. Non, mais c'était très très cool encore de vous avoir. Merci les gars pour l'invitation. Et puis, j'espère qu'on se retrouvera très très vite pour faire la suite. Évidemment. Yannick, merci à toi. On se retrouve la semaine prochaine, j'ai envie de dire. On garde. Oui, tout à fait. Bon, on va vous laisser nous, mais en tout cas, restez évidemment branchés là. On vous propose la deuxième pastille d'Eliott, Eliott N1. On rappelle Eliott, qui est membre de la Team The Playoff, qui est à Indianapolis cette saison pour lui déjà personnellement, pour ses études et aussi pour The Playoff, où il suit la saison des Pacers. Il avait suivi l'équipe WNBA aussi un petit peu plus tôt. Et là, donc, on va le retrouver pour sa deuxième pastille. C'est tout de suite là, donc juste après. Donc, restez branchés, évidemment. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et n'hésitez pas non plus à aller sur la chaîne de Tom Costuco, c'est sur YouTube toutes les semaines, le Weekly Report, en attendant d'autres dingueries, évidemment, avec l'ami Quentin. Merci à vous, les gars. Merci à vous de nous avoir écoutés. Et donc, restez là tout de suite. Eliott arrive avec sa chronique Eliott N1. Allez, bonne journée à vous. Merci Chris, salut tout le monde et bienvenue dans Eliott N1 épisode 2. Elliott by himself and one. And it's up to 9 with 104 remaining. Il y a 2 semaines, dans le premier épisode, je vous avais expliqué ce qui se passait dans ma vie du réveil jusqu'au tip-off d'un match NBA. Cette fois-ci, je vais vous faire le récit de l'entre-deux jusqu'à la fin de ma journée. Je vous propose donc de rembobiner jusqu'au 3 novembre. Les Bucks de Miles Turner étaient en déplacement dans l'Indiana. Les deux équipes cultivent une petite rivalité naissante, avec des affrontements en play-off en 2024 et en 2025, à chaque fois au premier tour et à chaque fois remportés par les Pacers. La rivalité s'est encore intensifiée cet été avec le départ de Miles Turner. Ce dernier, qui a passé 10 ans dans l'Indiana, rejoint le Wisconsin. Une décision mal digéré par la plupart des fans des Pacers, qui reprochent à Miles Turner de rejoindre le nouvel ennemi de la franchise. Les Pacers avaient tout de même préparé une vidéo hommage à leur ancien pivot, et je vous laisse écouter l'ambiance dans le Gainbury Fieldhouse à ce moment-là. Le match est ensuite lancé et Turner se fera huer sur chaque prise de balle. Il commence d'ailleurs fort le match avec 7 points dans le premier quart et se fait donc un plaisir de chambrer le public ici. Pour ma part, le travail pendant le match n'est pas très compliqué. Il suffit de regarder les actions, de prendre quelques notes, de checker la feuille de stats de temps en temps. Savoir qu'il y avait beaucoup de médias présents pour le retour de Turner à Indiana. Je n'avais jamais vu la salle de presse avec autant de monde. Il y avait au moins 35 médias qui étaient présents pour couvrir l'événement. Et ce match, déjà très serré, avait une ambiance très spéciale avec un public
musique électrique. On a eu droit aussi à quelques embrouilles sur le parquet avec des techniques qui ont été distribuées. Et finalement, les deux équipes arrivent à égalité à 115 partout avec 15 secondes à jouer. Les Bucks ont la balle, posent temps mort, dessinent un système. Et je vous laisse écouter en audio la clim posée par Giannis Antetokounmpo. Le grec offre la victoire aux hommes de Doc Rivers sur un fadeaway au buzzer sur la tête d'Aaron Nesmith. Antetokounmpo chambre terriblement le public après son panier marqué. Et je crois qu'honnêtement, je n'ai jamais vu la salle se vider aussi rapidement. Les gens ont quitté le field house en à peine 3 minutes. En NBA, en saison régulière, les conférences d'après-match des coachs sont en simultané, c'est-à-dire qu'il faut choisir entre les Bucks ou les Pacers. Pour ma part, je suis allé voir Doc Rivers pour savoir comment il avait vécu l'accueil de Miles Turner ici et s'il était déçu de l'attitude du public. Vous savez, cet homme vous a donné 10 ans, honnêtement. Vous pouvez me huer autant que vous voulez, mais Miles vous a offert 10 années de sa carrière. Je veux être clair, Miles ne cherchait pas à partir. Il a été rendu disponible, ce qui est très différent. Et pour qu'un joueur donne ainsi 10 ans à une franchise et que le public le traite de cette manière, j'ai toujours eu beaucoup de respect pour ce public, j'ai donc été vraiment déçu de la réaction. Après la conférence de presse de Doc Rivers, on a aussi pu parler avec Cole Anthony, qu'on a croisé dans les couloirs. Je lui ai aussi demandé s'il était déçu ou surpris de l'attitude du public. À l'inverse de son coach, lui, il n'était pas du tout surpris de la réaction. Il avait même prévenu Turner que ça allait arriver. Il est néanmoins très content d'avoir pu récolter la victoire pour le retour de Miles à Indiana. Une fois que j'ai récupéré toute la matière pour les sujets, ma tradition est d'aller tourner mes vidéos sur le parquet vide après les rencontres. Le défi est de ne pas se faire déconcentrer par les joueurs qui quittent le terrain et qui veulent rentrer dans la vidéo. Je pose mon trépied, je branche mon micro et je commence à tourner. Je fais beaucoup de prises pour avoir la phrase parfaite à chaque fois. Ensuite, je rentre pour ranger mon matériel dans la salle de presse. Je fais mon sac, je dis au revoir aux derniers journalistes présents sur place et je prends mon Uber pour rentrer sur mon campus. Une fois arrivé, je me mets sur mon montage vidéo en commençant par transférer les fichiers de mon téléphone à mon ordinateur et je monte ensuite la vidéo. Je fais la couverture du Reels, j'écris la description et je poste la vidéo sur les réseaux sociaux de The Playoff. Et une fois que c'est terminé, c'est l'heure de dormir. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous laisse retrouver l'équipe dès la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Et moi, je vous dis à dans 2 semaines pour un prochain épisode d'Elliott & One.